Pour ceux qui ne me connaissent pas, mes proches m'appellent Abou. Mais on me connaît aussi sous le pseudonyme d'Abou Debeng, artiste et producteur. Et depuis peu, Abou Kamara est le fou qui a pris la décision de rentrer dans la cage contre toute attente. Mais très peu savent pourquoi. Très peu me comprennent et très peu l'acceptent. Mais au final, qui me connaît? D'où on vient, on nous prépare dès le plus jeune âge. J'ai été initié et formé par des légendes. Raconter notre histoire, c'est mon combat. Mets la main à la gorge, non, elle a... Et je pense qu'à l'époque, son état d'esprit, c'était... Il est passé par plusieurs étapes. Et il y a une étape, moi, en tout cas, qui m'a marqué. C'est l'étape prison. C'est l'étape prison, parce que c'est quelqu'un avec qui je traînais pratiquement tous les jours. J'étais triste pour lui, en réalité. J'étais triste pour lui, j'étais triste pour moi, parce que c'était mon gars, tu vois. On échangeait beaucoup, comme je te l'ai dit. Et j'étais triste pour lui, parce que, justement, j'avais peur que ce soit une bascule dans sa vie. Parce qu'il était en funambule. Donc, il était vraiment sur un fil. Il était vraiment sur un fil entre, comme on dit dans Star Wars, le côté obscur de la force et le côté clair de la force. C'est un côté obscur qui ne mettait pas en avant devant nous. Vraiment, il cachait ce truc-là. Il était très pudique, tu vois. C'est après, moi, j'ai vu les petits vices de Debeng, de la vie. Tu vois, la boisson, les trucs comme ça. Mais sinon, mon frère, Debeng, pour moi, c'est le petit frère, tranquille, respectueux, tu vois. Il était plus dans ça, tu vois. Donc, il ne nous donnait pas de matière à s'inquiéter. Abou, moi, j'ai comme l'impression qu'il me cachait son côté street. Quand je dis street, c'est bêtises de rue. Je savais même pas. Parce que moi, quand je voyais Abou, je le voyais souriant, gentil. Black, viens, on fait un freestyle. Il zozotait, il était tout mignon en fait. Donc dans ma tête, j'arrivais pas à voir le côté. Lui, il peut faire de la prison, tu vois. Quand j'ai su qu'il était en prison et qu'il faisait des allers-retours en prison, ça m'a plus choqué qu'autre chose. Je me suis dit, mais comment Abou il peut aller en prison? En fait, c'était un bandit, lui. La prison peut t'apporter comme te prendre. Dans mon cas, elle m'a apporté. Elle m'a permis de me connaître réellement. Combien de gens se connaissent réellement? J'ai eu du temps pour me découvrir, pour faire connaissance avec moi-même. Il y a eu des moments durs, mais personne ne m'a envoyé là-bas, quoi. Avant, j'étais comme toi, rien dans la tête, je voulais prouver aux autres que la prison n'impressionnait que ceux qui répondaient aux ordres, que j'arriverai à vivre entre le souci et les sursis, mais j'ai vu pire, c'est pas la juge qui me poussera au suicide, même les parents t'écartent, depuis mon crew s'égare et mon avenir se trouve entre les gares, mais jamais dans les cartes, bien trop sauvage, après le sautage, on nous enferme aux eaux et nous on s'organise entre la tôle, le cimetière et l'hosto. C'est-à-dire quand il est sorti, j'ai pas compris. Genre j'avais l'impression de pas voir mon gars en fait. Il était plus froid. Je voyais les interactions dans son œil et tout. Je voyais que c'était différent. Donc à ce moment-là, j'ai eu peur pour mon pote en fait. Je me suis dit ok, je sais pas quelle direction il va prendre. Et s'il prend en tout cas la direction que j'entrevois, je vais pas pouvoir le suivre. J'ai fait une peine à 17 ans de 2 mois, j'ai fait une peine à 20 ans de 6 mois. En 2013, quand je sors de ma peine de 2 ans, je suis différent. Là, en 2 ans, j'avais pris énormément de niveau. Et je me sentais prêt à produire quelque chose artistiquement parlant. Au début, l'histoire peut être banale, la fin peut s'avérer fatale. Abou Debeng, la rafale navale, rime avec les plus de cavale à balle. Je sens qu'il y a un malaise, tu sais que l'équipe est sous des balaises à l'aise pour te tes jeux de la falaise.
L'Institut avait changé. Vous avez perdu beaucoup de membres. Et quand De Beng et Amidou sont ressortis, ils ont ramené tout de suite quelque chose de différent, tu vois. Un truc plus costaud, plus structuré. Et les doigts étaient plus forts, 10 fois plus forts. Vraiment avec des rimes bien aiguisées, une voix claire, des structures de texte bien faites. Ouais, on trouvait que c'était, ça y est, il était prêt, quoi. À la base, dans le groupe de l'Institut, c'était pas celui qui ressortait le plus. Et il y a eu un avant-après sa dernière peine, là. Et on s'est dit, waouh, là, il a pris une vraie avance sur les autres. Toujours éloigné, j'ai toujours pris des baffes, y'a toujours eu de la casse. Ça devait une sort de prison, ça. Il y a 20 ans de ça, c'était la DAS. Haine viscérale, dièse illégale, peine misérable, peine inégale, règne intégral. Végétal, kiff équitable. Et quand ça parle en litron, y'a des Double consonance. En plus, j'aime trop le regard qu'il a avec l'esprit dans le freestyle. On veut que les keufs nous torchent, on vole ton Porsche, tu mords chez nous, c'est moche. Ouais, il connaît ses codes de ouf. Il joue sur les sonorités, avec les rimes inversées, tac, tac, pour rebondir. Et après, il sait que une fois qu'il a lavé ça, il faut qu'il passe sur un nouveau flow qui va terminer sa phase technique. Ça se voit, c'est un passionné. En fait, lui, il est un peu comme les gens comme moi. C'est-à-dire que c'est pas seulement un rappeur, c'est un étudiant du rap. Ça se voit, c'est un académicien. C'est un gars de l'institut en même temps. Trop fois pris dans les filets, j'ai mis mon hat-trick. Une vie de star, ce sont pas des autographes, mais des articles. Je suis sûr que des phases comme ça, il s'est inspiré de moi. J'en suis sûr. Oui. Il y a son cheveu sur la langue qui est ressorti là. Je dis pas ça avec ironie, on aime tellement nos sœurs qu'on veut leur exciser le clitoris. On passe tous dans le corps, des torpilles dans le paquebot. Je préfère couler que de me faire mener en bateau. On demande pas au peuple de riposter, les citoyens des moutons vont être égorgés. Si t'as des révélations, fais des concessions. Les prêtres demandent des fellations pendant les confessions. Il y a des vraies punchlines pendant des mots d'effellation pendant les confessions. Tu vois, c'est des trucs que des fois tu peux même plus dire. Tu vois, maintenant je trouve qu'on est un peu trop censuré. Et donc là, je reconnais réellement le De Beng qui a écrit ce texte en prison, tu vois. Il avait level up par rapport au De Beng qui était avant de prison, tu vois. Réellement, je pense que cette peine de prison, frère, elle a changé sa vie d'une certaine manière. Ça fait 10 ans que j'ai pas vu ça. Ben, c'est De Beng, hein. C'est précis, ça rime fort et ça dit des choses. Et je me rappelle, ce freestyle, on m'en parle tout le temps. Hein. C'est un freestyle classique aujourd'hui. Et ouais, il a tiré son épingle du jeu. De Beng, j'en faisais une affaire personnelle parce que lui et moi, on a une histoire qui est ultra commune. Si nos groupes ressemblaient à des équipes de foot, ben nos postes seraient le milieu de terrain en vérité. Donc un milieu de terrain, c'est pas quelqu'un qui brille, mais c'est pas non plus quelqu'un qui ne brille pas. Mais c'est quelqu'un d'ultra essentiel. On est débutants mais on béflant. Viens nous flaguer si tu prétends. Juste un couple, j'ai stoppé le temps. Tu veux nous te mais tu plais pas. L'Institut, c'était vraiment un groupe... moi, je me rappelle, ça m'avait vraiment matrixé. Pour moi, c'était vraiment le côté brut de la section, tu vois. Moi, j'aime plus l'Institut que Section d'Assaut. Bah, c'est mon groupe. Alors, si je te parle sincèrement, c'est vraiment mon groupe de rap préféré. Mais les gens ne le savent pas. Parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de faire perdurer leur carrière. Et même ce qu'ils ont fait avant de signer chez Watibé, les gens ne l'ont pas vu. Cette génération-là, que ça soit F.A. Babe, Style Fresh, des coupeurs incroyables. Les gens, quand ils l'entendent mielleux aujourd'hui, je ne sais pas s'ils réalisent. Les gars de l'Institut et tout, eux, ils étaient à cheval entre les deux. On voit l'instru, je la découpe et on fait de l'émulation. Et puis tranquille, quand il y a des meufs, etc., on régale aussi. Là où j'ai déjà eu l'occasion de le dire, où ma génération, finalement, on était hyper fort en rap, mais peut-être qu'on a été emprisonné juste dans la prison rap. On a répondu aux codes, mais on n'a pas su réinventer assez les codes. Et l'autre génération, eux, ils ont su réinventer le code. C'est pour ça qu'il y a eu quand même des carrières et des succès un peu plus consistants. En 2014, on a sorti un titre, un des premiers titres afro qui sort de l'urbain, Billet facile, sur lequel je suis artiste en feat avec The Shinsekai, Dr Berries et Dry. Avec De Beng, on s'est toujours capté sur pratiquement tout. Hein. Au niveau de la culture, de la musique, on écoute les mêmes choses, que ce soit de la musique afro. La musique afro est arrivée dans les années 2018, on va dire. 18, comme ça, c'est là que les gens ont vraiment commencé à vraiment écouter de l'afro. Mais nous, on était dans ça déjà depuis
depuis 2013, comme ça, 2012, on sortait déjà des sons afro, etc. Moi-même, par exemple, quand j'étais en groupe avec Shinsekai, etc., on s'échangeait beaucoup de sons afro comme ça. On écoutait beaucoup P-Square, etc. Et de là, on avait fait même un son dans une compile Watibé qui s'appelait Billet Facile. C'était un des premiers sons afro qui avait vraiment beaucoup marché, tu vois, à cette époque-là. Et ça, c'était avant que moi-même je sois en solo et avant tout ça, tu vois. Le billet facile, ce soir est le billet facile. Oh, le billet facile, ma chérie, l'argent te fait. En fait, quand je le voyais, je regardais ça en rigolant. Je disais, qu'est-ce que le mec fait là? Ah, il se lance dans l'afro là. Ah, il fait de l'afro. Oh, il fait du ça. Oh, il a du buzz. Oh, quand tu vas en club, t'entends deux mecs. T'entends que deux mecs dans tous les clubs. Ça me faisait rire de ouf parce que c'était pas ce qui était prévu, tu vois. Il était censé. Ouais, il était censé faire du rap. Tu vois, c'était pas prévu. Mais il a su s'adapter parce que aussi à ce moment-là, une chose que personne ne dit, c'est que, on va dire, c'était un des plus premiers grands tournants du rap français. C'était l'arrivée des showcases, des tubes en boîte. Alors qu'avant, le rap français, c'était pas ça ne s'écoutait pas en boîte. C'était que les raps américains qui passaient en boîte et tout. Mais à cette époque-là, tout a changé quand les VG Dream, MHD sont arrivés, Dadju, The Bang. Quand toute cette vague-là, NASA, Que Black, toute cette vague-là est arrivée, tout a changé d'un coup. Et lui, il a su, hop, comme d'habitude, rebondir, ouvrir, saisir les bonnes opportunités, comprendre, se renouveler. C'est du The Bang, tu vois. Et quand j'arrive au moment où je sors le titre « Tasse à toi », il se passe quelque chose. On arrive au moment où Abou The Bang va réellement exister. Parce que c'est un titre à l'effigie de Paris, à la gloire de Paris, que les joueurs du PSG vont s'approprier. Je connaissais Serge Aurier et je lui demande est-ce qu'il pourrait me faire une vidéo sur un titre que je vais sortir. Il me renvoie une vidéo. Dans la vidéo, il y a Serge Aurier, Kurzawa, Rabiot et Matuidi. Il me dit attends, ne poste pas la vidéo. Si demain on gagne, je poste la vidéo et je dis que c'est le nouveau son du PSG. Avec Lucas sur le côté, Lucas qui déborde, le centre en retrait et la reprise d'André Di Maria. 75e minute, ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et le 3e but de la saison pour l'international argentin. Je suis pas français, je suis parisien. Les Champs-Élysées. T'as ça toi? T'as ça toi? Le Trocadéro. T'as ça toi? Est-ce que t'as ça toi? Il poste. Et à partir de ce moment, on peut dire que ça a vraiment commencé pour Abou The Bang. Je ne suis pas du genre à me faire des éloges, mais je suis quelqu'un, on va dire, de très conscient et très pragmatique. 1 + 1, ça fait 2. Donc, si les gens consomment ta musique, c'est que tu as fait quelque chose de bien. Si les gens ne consomment pas ta musique, c'est que peut-être que tu as fait quelque chose de bien, mais tu n'as pas réussi à les toucher. Donc, quand je vois que j'ai une succession de hits, je suis content. Avec mon entourage, avec mon manager de l'époque, Joss, Dadju, Franglish, qui était notre équipe à ce moment, et même des esprits noirs, Aboutal, qui sont d'autres gens avec qui j'ai fait de la musique, mais j'ai aussi grandi avec eux. Les lions ne miaulent pas. Les lions ne miaulent pas. On est fiers un peu de ce qui se passe pour notre entourage, pour notre équipe. Parce que chacun, on avance à notre niveau, chacun à son échelle. Et j'en étais assez fier. Et j'en suis toujours fier. On s'est toujours très bien entendu. Et ensuite, quand je suis parti en solo aussi, moi aussi, on a pu faire nos connexions, juste lui et moi. Et comme on s'entendait super bien, ça s'est ressenti dans la musique directe. On écoute les mêmes choses, donc on fait tomber sur elle. On a nos références. On a nos références avec R. Kelly, Usher, avec le son de Singila, qui recherchent ils veulent draguer la même meuf, etc. Bien ou quoi mon gars? Faut que je te raconte l'histoire d'un chien de la casse, un vrai connard. Le personnage c'est moi, ouais j'avoue c'est moi. Je travaille une go au corps depuis à peu près 6 mois. La semaine dernière c'est de Cécilia, on ne compte plus toutes ces filles là. Chaque fois qu'un gros boule passe, tu fais le Singila. Toujours un problème de go.
Et j'ai enchaîné avec un son en featuring avec une artiste qui deviendra une artiste de renommée internationale, que très peu de gens connaissaient à l'époque, mais j'avais eu du flair, qui sera Aya Nakamura. Et on fait notre featuring ensemble, Sorry, qu'on sort en janvier 2016. Et je t'ai juste volé ton cœur, je n'ai pas souillé ton âme. Je t'ai juste volé ton cœur, je n'ai pas souillé ton âme. Sorry, 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 Je te vois, c'est un classique aujourd'hui. Hein. Quand je le fais, que ce soit en concert ou en showcase, sa partie, je pose le micro, tout le monde crie son couplet. Non, c'est un grand moment. Hein. Moi, j'étais dans un run de fou aussi. Et du coup, en fait, on s'est rencontrés. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas collaboré. Et c'est même lui qui arrivait avec l'idée du refrain. Vis ta vie, au fond t'es pas heureuse, t'inquiète pas, je te vois. Tu t'affiches, tu fais la folle le soir, t'inquiète pas, je te vois. Il me murmure le truc. Après, il commence à écrire, on complète le refrain à deux. On avait les restes de ce délire de faut performer. Ça veut dire que même si c'était en mélo et tout, fallait frapper, tu vois. Et lui-même, je me rappelle qu'il était dans un délire Vibes Cartel quand il l'a fait. Tu vois, je m'en souviens. Quand c'est sorti, c'est un match de ouf. Et jusqu'à aujourd'hui, pourtant ça fait très longtemps qu'il est sorti, quand je le fais, j'ai l'impression qu'il est sorti hier. Et c'est là que tu vois que toutes ces années d'écriture, de charbon, de passion de la musique aussi, bah en fait ça mène à des moments comme ça. C'est pas bon, on a aussi des influences brésiliennes, on écoutait aussi de la musique brésilienne, donc ça vient de là. DeBang avec moi en tournée, on a juste réalisé nos rêves en vérité. On a comme je t'ai dit, on se capte beaucoup avec DeBang. On est sur la même longueur d'onde sur plein de choses. On a regardé les concerts de Michael Jackson, on a regardé les concerts de Bruno Mars, de Justin Timberlake, etc. Et notre objectif, c'était de faire les meilleurs concerts. Donc moi, quand je vais sur scène, DeBang, il veut absolument que moi, si je dois faire un concert, il faut que ce soit le meilleur concert de tous les artistes confondus. Et on l'a fait, tu vois. Au final, je suis arrivé et je sais que je faisais les meilleurs concerts, tu vois. Parce qu'on se surpassait. Et nous, parfois, on faisait des shows de fou et on n'était pas contents. On n'était pas contents parce que là, à ce moment-là, j'ai merdé sur ça, à ce moment-là, truc, machin. On était très, très pointilleux et très durs envers nous-mêmes sur ce qu'on voulait et on mettait toujours la barre plus haute. Alors quand c'était en festival, c'était encore pire parce que festival, tu mélanges plein d'artistes. Donc il y a plein d'artistes et on était encore plus exigeants, il fallait absolument être le meilleur show. Et quand on regarde le show, que les gens se disent « Ah ouais, eux ils envoient », tu vois. Honnêtement, moi, je lui aurais pas demandé de faire ça si je n'étais pas sûr qu'elle pouvait. Elle est vraiment. Ça va? Allez, tranquille. Ulrich, ça va? Tranquille? Ça va? Mika, tranquille? Fio, ça va? Tranquille? Fio, ça va ou quoi? Ça va, ça va. Un jour, si tu sens de prendre la voiture. Donc, 1, 2, 3 soleil, bruit pas, ça roule. Qu'est-ce qu'on fait là, à bout? Le fauteuil, nouvelle assise. On est concentré de fou. On vient de voir la scène pour la première fois. C'est immense.
Donc avec Julien, Dadju il fait le tu sais quoi, débrief, ils échangent les idées, ils font tout ce que vous ne voyez pas. Mais c'est bon, c'est bon. Là, ça et moi, j'ai l'impression. Là. Et si je suis super sérieux, j'ai pas envie de rire. Même si elle est sur d'elle, si nous on voit que on fait ça. On fait ça, pas juste elle marche et tout, ça sera quand même stylé. J'ai rarement vu ça. C'est du Jackson. Toi qui fais C'est pas bon avec Dad là, dès que tu peux, tu viens, tu te soutiens sur toutes les dates et tout, tu donnes des conseils. C'est quoi vraiment ton rôle en vrai dans la story d'Adju au quotidien? Tu sais pas juste venir faire C'est pas bon en vrai de vrai. Mon rôle c'est être là sans être là. C'est juste parce que cet effet-là pour qu'il toujours. C'est que du coup tu es obligé de mettre. Je pense que chaque idée que Dadju a, ils sont bien élevés et heureux, ils vont l'applaudir. Je l'ai poussé à aller au bout de ses idées, mais vraiment que ça soit déplacer un stylo, faire ça met le doigt monter le concert de telle façon, sortir tel clip. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça vient à la télé. Faire telle chorégraphie, faire. On va attendre la bande-son, je suis sûr que les pas. On va dire que je suis un homme de l'ombre. Il y a Joss qui me nage, il y a Saïd, il y a Hicham, mais moi je suis derrière lui, tu vois. J'essaie d'apporter tout le soutien que je peux apporter. Ceux qui finissent dans son lit. Je suis tombé, 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 je suis tombé. Ouais, t'envoies l'opposé. Non, et après, bouge comme ça. Quand je te tape de l'autre côté, t'envoies de l'autre côté. Bam, 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 bam. Ok, d'accord, j'ai compris. DeBang, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup poussé au sport. Les sports de combat, etc. On faisait ça avec DeBang, Badji, Papis. Et donc c'était notre routine. On a commencé dans la boxe, on a fait un peu de lutte, après jusqu'à passer au MMA. Mais voilà, c'était cette remise en forme, ce truc de garder le cardio, de garder la forme. Ça vient de DeBang aussi. Alors, je m'appelle Badji, je me présente, Mohamed, agent de sécurité pour pas mal d'artistes. La première fois qu'on s'est entraîné et que DeBang il était avec nous, on a mis les gants, donc on s'est échauffé, tout ça, bien, tranquille. Et on a commencé à mettre les gants. Et d'entrée, en fait, le mec, il s'est mis en garde, il a rentré son cou, sa mâchoire dans son cou, il a monté les trucs et il s'est mis en garde. Et j'ai vu que sa garde était hermétique tout de suite. J'ai dit, mais attends, toi, c'est comment? Tu fais le malin? T'as déjà fait de la boxe? Il me dit, mais non, jamais. Il avait une attitude de quelqu'un, en fait, qui avait l'habitude de se bagarrer. Pas dans la même position. Parce que là, on tape tout droit que moi j'ai fait partir. Ça fait si je l'envoie ici, il va falloir que j'avance ici pour pouvoir le rattraper. Et là, c'est pas automatique. Badji, qui sera un pilier dans ma vie, et Bams qui était le grand frère de Dawala. Du fait est que c'est des gardes du corps, ils ont bossé avec tellement d'artistes que leur expérience, elle est unique. Et c'est des mecs de la rue, tout comme moi, tu vois. Et c'est des gens qui vont me pousser, plus spécialement Badji, dans les sports de combat. Des histoires et des bagarres qu'on a eues, il y en a énormément, énormément. Et le truc, c'est que je ne sais pas d'où ça leur vient. Les mecs, ils pensent que parce que le mec, il prend un micro, il chante, il n'est pas capable de t'en mettre une dans la bouche et que tu t'assois et que tu dis « Putain, pourquoi j'ai fait ça ?» Et malheureusement, DeBang, eh ben, c'est l'exemple typique. C'est-à-dire qu'il va monter sur scène, il va chanter, il va s'éclater, tu vas lui proposer un V1 sur le côté, et il va enlever sa chemise, il va se poser, il va dire « Vas-y, on y va, tranquille. » Et il va le faire, tu vois. Abou, je l'ai rencontré par le biais de Dadju. Et comme il est souvent avec Abou, surtout à cette époque-là où il habitait encore en France, on était tous sur Paris. Écoute, j'ai rencontré Abou et puis ça s'est fait naturellement en fait. Tu vois, le pote d'un pote et au final ça devient ton pote et voilà. Tony Yoka, un ami, être champion olympique, c'est quelque chose, c'est une expérience unique. Et les gens qui passent par là affrontent des tumultes, affrontent la critique. J'espère qu'il va réussir à faire taire toutes ces critiques. Ce qu'il a fait, très peu peuvent le faire.
Et dans sa catégorie en boxe, ça cogne. Ça cogne. Donc c'est normal de traverser des hauts et des bas. Il peut faire de grandes choses. Encore et encore. Moi, tu sais, c'est comme quand, c'est comme si je dis je fais de la musique. Il rigole un petit peu, tu vois. Moi, quand il me disait qu'il faisait de la boxe, ça me faisait forcément sourire, mais je voyais qu'il s'y connaissait quand même dans le sens où il avait une certaine culture sportive et de boxe. Il connaissait des combattants, il connaissait ça. On parlait de certaines techniques, il connaissait les techniques. Crochet du gauche, percute du droit, allez. Mais toujours, on va dire, le boxeur du dimanche. Tu vois, de temps en temps, histoire de se défouler, de regarder un petit peu ce que c'est, mais jamais vraiment, déjà pas professionnellement et encore moins en étant assidu, tu vois. Septembre 2025. Je reçois un coup de fil de ma petite sœur. Je dois partir immédiatement en Thaïlande. Mon meilleur pote, Haroun, décide de m'accompagner. Et quand j'arrive sur place, que je vois ma somme, malgré tout, je lâche pas l'entraînement. Je lâche pas. Et c'est ce qui me permet de tenir. Ma mère se trouve entre la vie et la mort. Parfois dans la vie, t'as des hauts et t'as des bas. Et quand t'as des bas, en fait, t'as besoin d'être seul dans ton coin. Moi, je sais que quand j'ai eu mes défaites, j'avais envie de parler à personne. Et carrément, Abou, ça a été un des seuls mecs avec qui j'avais envie d'être, tu vois, à ce moment-là, parce qu'il me prenait pas la tête. Et on pouvait vivre au jour le jour. À ce moment-là, je pense que t'as besoin de couper. Et Abou a eu besoin de couper. Parce qu'il avait besoin, je pense, de prendre du recul et de se concentrer sur lui, d'être avec sa mère, d'être avec sa famille, tu vois. Ça l'a profondément marqué forcément, parce qu'en plus je sais à quel point il aime sa mère. Et bah à ce moment-là, il avait besoin d'Haroun. Et il était avec Haroun tout le temps, tu vois. On va employer les termes, il était effondré. Tu vois ta maman sur un lit d'hôpital, tu sais pas si elle va vivre ou mourir. C'est dur. Quand j'ai appris que ma mère, elle était malade, quelque part, je savais qu'un jour, j'allais devoir prendre une décision. Si on m'avait dit qu'à 36 ans je serais multimillionnaire, chef d'entreprise, je t'aurais dit t'as fumé de l'herbe à 20 ans. Ma seule entreprise c'est mon terrain. Celui où les que veulent nous tacler chaque lendemain. Esprit noir qui m'attendait à chaque sortie de placard. La section qui me disait à bout t'as un talent à part. Je croyais en rien, que en ce que j'avais entre les mains. La blanche, la verte, j'ai coloré mon chemin. Les garbes, les tas de pas, les cache-bras, les cache-plats. Quand tu crois t'envoler, tu te craches et le cache part. Peut-être que le bonheur est caché quelque part. Avec mes potes d'enfance, on s'est tapé quelques barres. Je pensais que la tôle c'était une valeur ajoutée. Mon voisin d'immeuble devient le voisin de la cellule d'à côté. Quand j'étais petit, je voyais des grands redoutés. Maintenant que je suis grand, les petits, je veux les regrouper. Leur faire part de mon analyse, leur parler du